Je suis sûr que tu connais la blague. Tu connais la différence entre un architecte et Dieu. Donc je leur ai dit non, je préfère aller m'essayer dans mon coin et puis on verra bien. Voilà. Et puis ça fait 41 ans. Quand on ouvre toutes les plaquettes, il y a des photos tous du les lac. terrasses sur le bord du lac. Là, voilà. Alors que finalement, on ne le voit pas toujours. Pas très bien en tout cas. Très bien. Et comprendre comment les gens vivent et pas essayer de les faire vivre comme nous on imagine qu'ils puissent le faire. On séduit. Il faut trouver la séduction, quoi. Aujourd'hui, quand on pose un dossier dans une commune, permis de construire, c'est « Oh, encore un bâtiment, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous pouvez pas aller ailleurs, quoi, grosso modo. Ah oui. Ouais, ah oui. Auparavant, c'était un peu, comme disait Bouygues, la maison de maçon. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la maison de l'ingénieur. On l'a pas fait. Et aujourd'hui, c'est du saupoudrage, c'est du coup par coup, et personne n'est content. Aujourd'hui, on est coincé et on est un territoire où le foncier devient inabordable. Il y a ça aussi. C'est de la folie. L'architecture est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir des édifices en respectant des règles de construction empiriques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou nouveaux, de forme et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice et à son intégration dans son environnement, quelle que soit cette fonction. C'est pourquoi l'architecture est définie comme une expression de la culture. Elle est reconnue comme le premier art des arts majeurs dans la classification des arts communément admises au XXe siècle, les fameux 9 arts majeurs, et fait partie des beaux-arts. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'architecture, mais surtout de l'architecte qui a façonné avec son associé le Thonon moderne, j'aime le taquiner, une signature connue bien au-delà du Chablais. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois Alain d'Aragon. Bonjour Alain. Bonjour Michel, merci de l'invitation. Bon, voilà, écoute, ça me fait on plaisir. démarre avec une grande citation. Je suis malheureux parce que je ne l'ai pas en tête et je ne pourrais pas le citer, mais elle est généraliste. L'architecture, c'est à peu près ça. Je ne me suis pas embêté. Je me suis pas embêté. Ce que je voulais quand même dire, c'est que donc toi, tu es architecte depuis... Alors, il faut faire parler un petit peu. J'ai constitué le cabinet en septembre 1980. Ah oui. Voilà. Donc, Donc ça fait un certain nombre d'années. Et je l'ai dit aussi, et ça, je sais que je te taquine un peu avec ça quand on se croise. De là, et je dis que tu es l'architecte avec Philippe Tesson. Hein. Chesson, pardon. Philippe Tesson, c'est un journaliste. Philippe Chesson, qui a façonné le ton moderne. Ouais. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais... Non, mais bon, il y a eu deux périodes depuis 1980. Il y a une première période où j'étais associé avec une autre personne, avec Ange Sartori, où on a commencé notre activité en faisant beaucoup d'urbanisme. À l'époque, il y avait un certain nombre de cabinets sur Thonon qui régnaient un petit peu, et puis des jeunes arrivés comme nous, on n'avait pas tellement d'accès à une commande publique, donc on s'est tourné vers une spécialité à l'époque, et c'est l'urbanisme, c'est-à-dire à travailler pour les communes et élaborer les premiers plans d'occupation des sols. Donc ça nous a permis pendant, je dirais, la première vingtaine d'années d'avoir un tissu relationnel avec toutes les communes du Chablais, bien sûr, puis petit à petit en allant plus loin. Et ça, c'est la première période avec Ange, qui a duré pratiquement 19 ans. Qui est connu aussi, hein, quand on dit Ange Sartori. Oui, voilà, oui, c'est encore quelqu'un qui a encore marqué parce qu'il y a encore des règlements qui sont sortis de son cabinet. On s'est séparés en tout bien, tout honneur, je dirais, et en très bons termes, parce que lui, il souhaitait s'installer sur Annecy pour être plus près des administrations. Et donc, pratiquement dans la même année ou quelques mois après, Philippe Chesson est arrivé, qui sortait de l'école. Et j'ai trouvé ce garçon plutôt charmant, sympathique. Et ça fait maintenant 20 ans qu'on est ensemble. Voilà. Oui, donc là, on est en train de parler de déjà 40 ans de carrière. Ouais, 40 ans de carrière. Ce qui est beau, hein. Bon, voilà, et on continue. Et donc, c'est normal, oui et non, mais... J'ai envie de dire si quand même, c'est normal qu'il y ait donc beaucoup d'immeubles dans le Thonon moderne qui sont signés d'Aragon Chesson. Beaucoup. Bon,
Il y a beaucoup pour certains, trop pour d'autres. Voilà. Non, mais effectivement, à 40 ans, on a des opportunités. C'est vrai qu'on accumule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet, c'est quelque chose de long. Un dessin, ça peut se faire en quelques heures, en quelques jours, mais la construction d'un bâtiment, depuis les premières esquisses jusqu'à la fin, ça a plusieurs années. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus long. Donc, oui, 40 ans, c'est une belle période, mais c'est quelque chose qui est quand même, pour une vie d'architecte, qui est tout ce qu'il y a de plus, je dirais, courante. On ne fait pas, je dirais, je ne vais pas dire de belle carrière, c'est pas le mot, mais bon, quand même. On fait pas beaucoup de réalisations si on n'est pas un petit peu persévérant, constant dans la présence et dans la qualité de ce que l'on veut faire pour pouvoir être amené à avoir des commandes qui se suivent les unes après les autres et petit à petit faire constituer pas une œuvre, pas une carrière, pas un patrimoine, mais à faire des choses qui... Alors pour toi, c'est difficile, pour toi, c'est difficile de le dire, mais pour moi qui suis un œil extérieur, c'est plus facile à dire. Il y a eu plusieurs grandes époques dans le tonneau architectural. Voilà, il y a des noms, Novarina, Moana, Novarina, tout à fait, des noms comme ça. Et voilà, fin du XXe siècle, début du XXIe, il y a d'Aragon-Chesson, c'est indéniable. Il y a quand même quelques gros... Autant Moana et Novarina, c'était des architectes qui se sont fait connaître, surtout Novarina au niveau national. On peut toujours avoir le regret, quand on est simple architecte local, de ne pas avoir pu trouver les formes, les concrétisations ou les conceptions qui ont pu porter quelqu'un comme Novarina à l'échelle du pays comme il l'a eu. On est resté local, on a des choses que l'on apprécie, qu'on a bien aimé faire, et il y a aussi des choses qui sont pas forcément toutes sur le même pied d'égalité. Il y a des choses qui sont plus ou moins bien. On peut pas tout aimer. Et par contre, il y a une chose qui est importante. Je pense qu'on est tous un petit peu là, un petit peu dans le même état d'esprit. On essaye toujours d'essayer d'améliorer, d'essayer de trouver mieux, et on n'est jamais très content forcément de ce qui existe. On essaye de... Oui, c'est toujours... Ouais, je pense que ça a toujours une insatisfaction du dernier projet, en disant le prochain coup, il faudra essayer d'améliorer. On était un peu léger là-dessus. Voilà, la forme, les couleurs, l'adaptation au terrain, parce que dans le texte, il y avait un petit peu tout. Le rapport à l'histoire, à l'art. C'est tellement vaste l'architecture, et il y a tellement de manières de l'exercer que il y a toujours à améliorer, quoi. Ouais, mais ça impacte aussi, et je le disais aussi dans mon préambule, ça impacte la vie des gens, clairement. Alors, c'est l'architecte. Il y a eu une période où on reprochait beaucoup aux architectes d'abord d'être des artistes. Et puis ensuite, aux architectes de faire un peu une architecture pour eux et d'essayer de se représenter dans leur production. Et par contre, nous, que ce soit Ange Sartori, moi ou Philippe Cesson, on a eu des écoles d'archi qui se sont développées après mai 68, où les beaux-arts ont été coupés de l'enseignement de l'architecture, et sont devenus des écoles beaucoup plus techniques, beaucoup plus fonctionnelles. Et nous, Ange Sartori et moi, on était à l'école de Lyon, où on avait vraiment une caractéristique d'avoir une école où on apprenait des méthodes de conception, et où, je dirais, l'expression un petit peu... artistique, intuitive, était absolument bannie, où il fallait pouvoir justifier le trait que l'on faisait, la forme de l'espace, l'allure du bâtiment, de par sa structure, de par sa position. Et ça, c'est dans les années 70. Après 70, ouais, tout à fait. Ça, voilà, ouais. Tout à fait. Et ensuite, le fait qu'on fasse pas mal d'urbanisme, ça amène aussi une autre compréhension des choses. C'est-à-dire que bien souvent, l'architecte, il fait son bâtiment sur son terrain.
et il aime bien qu'on regarde son bâtiment. Il y en a de très beaux d'ailleurs. Voilà, quand on fait de l'urbanisme, le bâtiment, il vient s'insérer dans un terrain qui lui-même est dans un environnement. Que ce soit un environnement urbain, une banlieue ou une campagne, il y a un rapport à cet environnement qui est direct. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui était à l'époque enseigné dans les écoles d'archi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'enseignement en rapport avec l'environnement et ensuite avec toutes les grands concepts aujourd'hui qu'on a sur l'environnement. Mais c'était au départ un peu une critique des architectes qu'on peut faire des architectes issus des Beaux-Arts, c'est que, et on a l'impression qu'ils construisaient parfois pour se faire plaisir, quoi. Et puis que ce qui se passait dedans, ou ces gens qui habitaient, c'était pas forcément une priorité, on s'arrangeait un petit peu, pourvu que la façade soit bien. Donc on n'a pas toujours fait des belles façades, mais on a essayé de faire en sorte que les logements puissent servir et être fonctionnels, appréciés. Voilà, on fait attention aux éclairements, aux ouvertures, à la disposition des places les unes par rapport aux autres. Bon voilà, il y a plein de systèmes, quoi. On va pas rentrer dans le débat de PLU et tout ça, mais bon, aujourd'hui les problématiques restent complètement identiques. Ces problèmes d'insertion et ces problèmes de conception, d'adaptation, et aujourd'hui beaucoup de normes et de performance énergétique. Oui, voilà. Des éléments qu'on avait absolument pas. Parce que là, en une quarantaine d'années, le métier a... Le métier, enfin, la conception qui nous est demandée a complètement été modifiée par la réglementation, la normalisation et aujourd'hui les exigences environnementales. Et on est encore dans une période complètement transitoire, puisque en début 2022, il va y avoir une nouvelle réglementation thermique qui s'appelle RE 2020, parce qu'elle a été imaginée en 2020, mais appliquée seulement à partir de 2022, qui va complètement modifier toutes les solutions de chauffage des constructions, quoi. Et dans les collectives, individuelles. Individuelles, c'est moins je dirais pertinent, parce que bon, je dirais que le contrôle de la performance, il est moins rigide. Sur la maison individuelle, les gens restent quand même assez libres de faire des choses un peu à leur convenance, suivant leur budget. Par contre, un promoteur ou une commune dans un équipement public, ils sont tenus de respecter des normes aujourd'hui qui sont de plus en plus exigeantes sur les sources de chaleur, la production, les énergies et les performances. Et là, notre métier, il change énormément. Oui, parce qu'on change de matériaux, on change de technique de construction, on change de mode de raisonnement sur les positions des logements, leur configuration. Enfin, c'est une petite révolution, mais qui peut être vraiment très très conséquente, quoi. Voilà. Et sur des projets qui sont à cheval sur les deux, un projet commencé maintenant, il ne sera pas sur RE. Il y a un petit rush cette fin d'année pour les gens qui commandent des logements, pour essayer de passer avant la réglementation. Voilà. Okay. Mais bon, aujourd'hui, on est déjà dans des performances importantes. Après, il y a des seuils qui sont parfois demandés, qui sont vraiment qui vont faire que les bâtiments qui vont être à concevoir dès le début de l'année 2022 vont être vraiment des prototypes, quoi. Ah oui. Parce qu'il y a des collectivités qui vont même au-delà de la réglementation et qui, pour des développements de zones nouvelles, moi je vois ça sur des communes de Haute-Savoie, comme Annecy par exemple, on travaille sur des aménagements de quartier où la collectivité a mis en place un cahier des charges qui va au-delà de la norme 2020. Ouais, voilà. Et sur comme je le disais, des mises en œuvre, des emplois de matériaux et des performances énergétiques qui sont très très élevées. Et au final, pour celui ou celle qui va habiter dans le logement, ce sera mieux ou ce sera pas mieux? Ce sera, disons qu'au niveau du bilan thermique, si tout fonctionne bien, on n'a pas de problème de ventilation, d'humidité, ou de gens ouvrent trop les fenêtres quand il faudrait les fermer. Bon, théoriquement, on va vers des logements qui sont très peu consommateurs, voilà, très peu énergivores. On a déjà
des réalisations. On a on a l'occasion de travailler sur des bureaux pour le conseil départemental, où on est un bâtiment, ce qu'on appelle à énergie positive, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas. Il produit même, c'est-à-dire qu'avec des systèmes de forage pour faire des échanges thermiques, pompe à chaleur, les capteurs photovoltaïques, l'isolation des murs, on a un bâtiment qu'on appelle à énergie positive. C'est-à-dire que théoriquement, on a 400 mètres carrés de bureaux là, qui vont fonctionner tout seuls. Si Geneviève à la compta ouvre pas la fenêtre, on est bon. Voilà, on est bon. S'il n'y a pas de courant d'air, on est bon. C'est un peu ça. Mais il faut que ça se ventile quand même. Donc il y a du recyclage en interne, enfin ce qu'on appelle les doubles flux. Donc ça devient... Effectivement, je dirais que le bâtiment, auparavant, c'était un peu, comme disait Bouygues, la maison de maçon. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la maison de l'ingénieur. Voilà. Ah, oui. Ouais, ça change complètement. Donc ton rôle d'archi, il se transforme un peu... Ouais. Alors, en ingénieur. Ouais, c'est sûr que les architectes, je pense que la formation aujourd'hui, il faut qu'elle soit de plus en plus proche de l'ingénieur. Je dirais, nous, à l'époque des années 70-80, on était encore dans l'intermédiaire. Ouais. On quittait les beaux-arts où il fallait faire des belles façades, et puis on allait vers des choses où il fallait savoir concevoir, savoir expliquer la conception. Aujourd'hui, il faut que les archis ils soient très très près de la technicité, de la connaissance des matériaux, leur emploi, leur optimisation. Mais nous, on a eu une école qui nous a appris qu'en fait, pas un grand parallèle, mais un grand mot, je veux dire, nous, on est des chefs d'orchestre. C'est-à-dire que ce qu'on apprenait à l'école, c'est que l'architecte, il devait savoir dialoguer avec tous ceux qui intervenaient dans l'acte de bâtir. Donc, plombier, électricien, les corps de métier, voilà. Mais les ingénieurs structures pour le calcul des maçonneries, les ingénieurs thermiciens pour le chauffage, les acousticiens, l'économiste, voilà. Et on devait savoir un petit peu de tout, mais pas tout à leur place. Donc on devait être un peu le médium entre tous ces différents intervenants pour faire en sorte que le projet se fasse, quoi. Voilà. Un genre de super chef de projet. Chef de projet, chef d'orchestre. Et puis en même temps, interface avec le client final. Alors après, ça c'est encore un autre débat. Effectivement, il y a tout le côté relation avec soit le client qui est un particulier qui veut un espace pour vivre, soit le client à travers les promoteurs ou la commande publique. Voilà. Toutes les collectivités. Ouais, tout donc là c'est pareil, il faut être assez souple. Il faut être compréhensif et il faut être à l'écoute. Il faut être curieux. Il faut avoir envie de rencontrer les gens. Il faut essayer d'avoir un peu de psychologie. Essayer de comprendre la manière de l'attente. Comprendre pour un particulier, c'est comprendre comment les gens vivent et pas essayer de les faire vivre comme nous on imagine qu'ils puissent le faire. La fameuse image que tu donnais tout à l'heure de l'architecte qui faisait la belle façade et dedans on se débrouille. Voilà, dedans on se débrouille, c'est ça, mais au niveau de la maison, c'est expliquer aux gens comment ils peuvent tirer parti de leur terrain, de leur situation, de leur budget. Et après, les écouter quand ils ont envie d'avoir, je dirais bêtement, la cuisine séparée et la cuisine dans le séjour. Ça commence comme ça. À l'entrée, est-ce qu'elle a un placard, elle n'a pas de placard? Est-ce qu'il y a un sas, il n'y a pas de sas? Est-ce qu'on va dans le coin chambre ou pas? Enfin, on est en étage, les chambres sont à l'étage. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, nous, on peut avoir des envies. L'architecte, il rêve toujours. Quand on fait sa maison, on rêve de la suivante. Voilà. C'est normal. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait. Mais il ne faut pas avoir cette démarche-là dans la tête pour un particulier. Il faut savoir écouter et savoir traduire les attentes, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même difficile. Mais est-ce que ça s'apprend à l'école, ça? Non, ça ne s'apprend pas beaucoup à l'école. À l'école, on apprenait, je dirais, des méthodes de raisonnement ou des méthodes pour expliquer les choses. Expliquer à quelqu'un que
par rapport aux orientations, au nord, à l'est, à l'ouest, il y a des pièces qui sont mieux placées les unes que les autres. On va mettre plutôt des chambres côté soleil levant le matin, plutôt qu'à l'ouest, parce que si on met les chambres côté ouest, elles vont se réchauffer le soir, et on dort moins bien dans une chambre qui est chaude qu'une pièce qui est plus fraîche. Tout simple. Voilà, tout simple. C'est déjà du climat, ça. C'est déjà du climat. Oui, mais bon, c'est des méthodes de conception qui permettent d'expliquer les choses. L'adaptation sur le terrain, si on arrive dans un terrain en pente par le haut, par le bas, on ne dispose pas le garage, le truc de la même manière. Donc ça, c'est de l'économie aussi, c'est de la logique de terrain, et c'est de l'économie dans le budget, quoi. Voilà, pour savoir s'adapter. Voilà. Parce que toi, petit, toi, tu es chablaisien. Je suis né à Thonon. 200%. Ouais, enfin, mon père est importé, mais. Oui, ok, mais toi, voilà, t'es né à Thonon. Je suis né à Thonon, ouais. Et petit, qu'est-ce qui t'a orienté vers l'architecture? Comme beaucoup d'enfants, quand j'étais petit, je dessinais des voitures. Écoute, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, tu vois, déjà. Non, mais et puis, c'est vrai que j'ai toujours aimé le dessin. Bon. Mais je m'attendais à ces questions. Non, mais j'ai eu, je sais pas, j'avais 14-15 ans. Il y a des choses que j'ai vues qui m'ont plu. Et très. Les vues, c'est-à-dire des bâtiments. Non, mais très localement, quand j'ai vu se construire, par exemple, l'Avoriaz, puisque j'aimais bien faire du ski. Oui. J'ai été tellement sidéré par ces formes, ces bâtiments-là, que je me suis dit, mais je rentrais chez moi le soir, je les dessinais, quoi. J'arrivais de comprendre comment est-ce qu'on pouvait imaginer des choses dans la forme extérieure. 14-15 ans. Ah oui, même avant, j'ai des dessins plus anciens. Enfin, oui, il y a des choses qui m'ont plu. Je dessinais des maisons, je faisais des plans. On habitait dans un immeuble avec mes parents, mais bon, j'ai toujours imaginé dessiner des maisons. C'était pas construire des cabanes, mais presque, quoi. Voilà. C'est ça. T'avais pas de jardin, mais sinon tu l'aurais fait peut-être. Et puis, il s'est trouvé que quand j'étais au lycée, il fallait que je me détermine un peu. J'étais pas en section S, mais j'étais en ES, en économie. J'avais une autre option. Je voulais éventuellement faire prof de gym. Oui. Puis moi, j'étais très copain à l'époque, c'est à Jean-Jacques Rousseau, avec les profs, et il m'avait dit, écoute, fais du sport pour ton plaisir, mais n'en fais pas ton métier, tu verras, c'est trop. Arrivé à 40 ans, tu auras mal partout. Donc, bon conseil. J'ai fait deux choses en terminale. J'ai fait mes inscriptions à l'école d'archi à Lyon, parce que j'avais de la famille à Lyon, donc c'était après mes parents, c'était plus pratique pour y aller. Et puis en même temps, j'ai passé le concours d'entrée au CREPS. Oh. Et arrivé le mois de septembre, il y avait les entrées à l'école d'archi qui étaient, je sais pas, un lundi. Donc j'y suis allé, et puis le mercredi, j'ai reçu comme quoi j'étais pris au CREPS de Saint-Raphaël. Oh, Saint-Raphaël, c'est bien. Ouais, ça aurait été bien. Mais bon, j'aimais bien le dessin. Donc je suis resté à Lyon, et c'est parti comme ça. Puis tu as suivi le conseil de ton prof. Ouais. À 40 ans, tu auras mal partout. Voilà. Et donc, mais il y avait quand même cette envie de dessiner. Ce plaisir de dessiner. Puis alors, quand on arrive, je dirais, à concrétiser, à voir que les choses se bâtissent, se concrétisent, se réalisent. Quoi. C'est là où ça devient effectivement, c'est quand même assez intéressant. Et moi, j'ai eu la chance qu'un jour, mes parents achètent un petit bout de terrain pour faire un chalet. Et on a construit le chalet avec un copain qui est ingénieur, avec qui j'ai collaboré tout le temps, qui a maintenant pris sa retraite. Mais tous les deux, l'été, on s'est fait un vrai chalet en ossature-bois, voilà, de nos mains, taillé à la scie et au ciseau à bois, parce qu'il n'y avait pas l'électricité, donc on faisait tout à la main. On a fait la charpente sur un terrassement, maçonnerie, charpente, les premiers étés, à deux. Et puis après, le deuxième été, on a fini les murs, l'intérieur, tout ça. Mais c'est toi qui avais fait le dessin. On avait fait le dessin et tout, fait couper les bois chez le scieur du coin, et voilà. On avait une 4L, donc on portait sur la galerie de la 4L, voilà. Donc on a fait du vrai donc là, de l'ouvrage. Là, les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Ça, j'étais en première, je crois que j'étais en première, je rentrais en première année d'archi, et mon copain, il était en école d'ingé, lui, pareil, il faisait ses classes prépa. Au tout début, vous étiez au tout début. Ouais. Et donc sur 2 étés, Sur 2 étés, ouais.
Voilà. Et le chalet existe toujours Il a brûlé. Mais non. Bah si, ça arrive. Le chalet en bois, ça brûle. Voilà. Non, mais il n'y a pas que le bois qui brûle. Il ne faut pas avoir de regrets, c'est comme ça. Ah, dommage, ouais. Voilà. Ouais. Bon, écoute, ça, donc c'était le démarrage, voilà. Et donc, cette passion du dessin, est-ce que tu la retrouves dans tes premiers mois à l'école ? Bah, oui, enfin, l'école, elle est surprenante parce que quand on sort du lycée et qu'il y a des choses que l'on aime, on ne les retrouve pas forcément immédiatement dans l'école. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est qu'effectivement, à l'époque, on était dans la promo dans laquelle on était une 100 ou 110, et il y avait des gens qui dessinaient superbement bien, et puis des gens qui ne savaient pas dessiner. Et on n'avait pas encore l'outil informatique comme on a aujourd'hui. Non, voilà, il n'y avait pas ça. Donc, il fallait, par rapport aux exercices qui étaient demandés, c'est vrai qu'il fallait un petit peu s'aguerrir. Ouais. Fallait s'exprimer. Donc, il y en a qui étaient facilités, puis d'autres moins. Voilà. J'ai retrouvé le dessin, je dirais, pas tout de suite, parce que la première année d'école d'architecture, c'est pas non plus le concours du plus beau dessin. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est on n'est pas dans cette pédagogie-là. On va plutôt essayer de nous informer sur tous les concepts qu'il va falloir digérer, intégrer. Et puis après, dans les années supérieures, à partir de la 3e, 4e année, là, il y a plus d'expression. Parce que c'est combien? C'est 5 ans? Alors maintenant, nous, c'était 6 ans. Maintenant, c'est passé à 5 ans, mais après la partie diplôme, il y a eu ce qu'on appelle une année obligatoire dans une agence pour passer ce qui s'appelle la licence d'exercice, en fait. Habilité à l'exercice de la maîtrise. Mais confronté au réel. Et confronté au réel. Alors que nous, il n'y avait aucun stage demandé à l'époque. Moi, j'ai des copains qui ont fait archi, j'allais jamais dans une agence d'archi. Toi, tu es sorti de l'école, tu as monté ton agence? Alors, non, moi, avant d'aller à l'école, déjà, j'avais fait des stages à Thonon dans une agence d'architecte. D'accord. Voilà. Bien connu. Je sais pas, tu peux dire de nom. Non, mais j'étais chez Bouvier Morel Lazarini, donc voilà, j'y suis allé 2 années de suite. Après, j'ai travaillé. Mais là, tu faisais quoi, des photocopies on pouvait attaquer tout de suite sur des petits dessins. Il y avait des petites choses. Il y a toujours des trucs. Effectivement, il y a des petits boulots. Ça fait remplir un petit peu faire le bouche-trou, mais il y a à l'époque, c'était tire-ligne à l'encre de Chine et lame de rasoir pour effacer les tâches. Mais non, mais ça s'apprenait. Donc toi, tu avais déjà fait des stages, j'ai fait des stages dans pas mal d'agences, à Thonon, à Évian, à Annemasse. Ensuite, quand j'étais étudiant, à partir de la 3e année, je travaillais à mi-temps ou à 3/4 de temps dans des agences. Et après les 6 années, je suis resté encore 4 ou 5 ans dans une agence à Lyon avec des jeunes qui s'étaient installés, qui avaient 2-3 ans de plus que moi, qui s'étaient installés donc un petit peu avant moi, qui avaient un peu besoin de main-d'œuvre, et ils ont constitué leur cabinet. On était 2-3 jeunes étudiants, c'est pour eux. Classe, quoi. Ouais, tout à fait. Donc non, moi j'ai toujours collaboré, j'ai toujours travaillé soit avec des gens, soit chez des gens, et quand on s'est installé avec Ange, on était les deux. Donc, tu vois, t'as jamais été seul? Vraiment seul, non. On est seul devant son client ou son projet, mais c'est bien d'avoir tout le temps quelqu'un pour pouvoir échanger, parler. L'architecte seul, je pense que c'est très très dur. Moi, j'ai toujours travaillé en groupe. Donc, je pense que tu dis c'est important parce que c'est pas seulement l'architecte, on le voit bien. Il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers où c'est comme ça, Même quand tu es chef d'entreprise, en rencontrer d'autres, en discuter. C'est important de pouvoir échanger parce qu'il y a toujours des doutes. Est-ce que le projet est bien comme ça? Est-ce que la fenêtre est bien à cet endroit? Est-ce que la couleur est la bonne? Et déjà, de pouvoir solliciter à quelqu'un à côté qui, en plus, c'est du métier, si on a une... Je sais pas... Parce qu'au-delà de la couleur, au-delà de la couleur, qui est déjà une responsabilité en soi, et puis de la porte et de la fenêtre, si elles sont bien placées, c'est un métier à responsabilité énorme, quand même. Non, je sais pas. Il y a plein de responsabilités, mais justement le fait de ne pas être tout seul, ça permet
et faire confiance aux autres. De répartir aussi, un peu la charge. Voilà, ça répartit la charge. Faire confiance aux ingénieurs qui bossent avec nous, faire confiance à l'économiste qui calcule les prix, faire confiance au dessinateur qu'on va embaucher et qui va pas se tromper dans une cotation, un truc comme ça, pour pas qu'on ait une grosse erreur sur le jour où on met sur le chantier. Il y a plein de stades dans lesquels il faut partager, il faut savoir partager, il faut savoir s'entourer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir s'équilibrer en fait. Ça, c'est un grand équilibre. Et est-ce que souvent comme les bâtiments un peu. Ouais. Mais souvent que dans le métier, les gens... une remarque, c'est qu'en fait, un bâtiment, c'est chaque fois quelque chose de différent. On a toujours un peu, je dirais, on a des systèmes constructifs ou des recettes constructives qui sont souvent les mêmes, mais les dimensions, elles ne sont jamais les mêmes. Donc, l'environnement, on fait l'environnement, tout ça, mais donc on fait un bâtiment à l'unité. Alors que, faire une voiture, on peut mettre des machines et des robots qui la fabriquent, on en fait des millions. Après, on sait mieux même, d'ailleurs. Quand elle marche, c'est bien, mais un bâtiment, on ne le reproduit jamais. Et puis, comme tous les sites et toutes les commandes sont différentes, on essaye de changer. On essaye de changer chaque fois, quoi. Et c'est un peu notre challenge. Changer son point de vue, son approche, changer... ou juste la couleur des volets. Non, mais s'il n'y a que la couleur des volets, c'est un peu dommage. C'est pour ça. Je pense que si on... Je sais pas, par rapport à la ville, il y a des environnements, il y a une histoire, il y a un passé, il y a... qui peuvent inspirer, qui peuvent faire en sorte qu'on traduise différemment d'une rue à l'autre la position, puis il y a les réglementations. Donc c'est un ensemble, mais ça peut être chaque fois quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose de vraiment d'adapté. On est quand même sur, tu l'as dit, sur un prototype à chaque fois. Sur un prototype à chaque fois. Un prototype de 4 étages, avec 200 logements, mais un prototype quand même. Quoi. Oui, il y a eu des périodes où on achetait. C'est un petit peu passé maintenant. C'est une forme moins répandue qu'il y a quelques années. Avant, on achetait des maisons sur catalogue. Tu parlais de Bouygues tout à l'heure, Phoenix, toute cette période-là où les gens... Kaufmann et Broad. Mais encore déjà, Kaufmann et Broad, ils faisaient des choses différenciées, justement par rapport à leur production, pour être un petit peu plus haut de gamme. Mais les maisons Phoenix, les gens, ils achetaient 3-4 trames de morceaux de mur et de charpente en fonction de la surface qu'ils voulaient. Donc c'était vraiment du catalogue. Et ça a été quand même le reflet d'une période qui aujourd'hui, heureusement, est quand même un petit peu passée. Alors on a toujours des constructeurs de maisons, mais ils ont beaucoup varié, ils ont beaucoup évolué, ils peuvent plus s'adapter. C'est moins systématique, quoi. Parce que on n'est pas passé à... Je te coupe, on n'est pas passé à l'ère industrielle de la construction. Phoenix, c'était un peu ça. Il y a eu des grandes utopies là-dessus. Et régulièrement, ça ressort. Régulièrement, il y a des fabricants qui veulent, même des grands groupes, comme Eiffage, Vinci, qui disent, il y a tel tant de logements à produire en France par centaines de mille, on va faire des systèmes constructifs, faire des lignes de 3 ou 4 étages, que ce soit en fil, en bloc, en zigzag, n'importe, mais on essaye de trouver un systématisme, une industrialisation du truc. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment... chez nous, en France ou en Europe, c'est pas quelque chose qui prend, quoi. Non, puis on a eu quand même un peu ça dans les années 60, les grands ensembles. Oui, mais il y avait... Ça a montré ses limites quand même, ça a permis de loger très vite. Oui, mais c'était le but. Quand j'ai eu des stages d'été, pas des stages, mais je travaillais l'été, j'ai eu l'occasion plusieurs étés de suite de travailler à Lyon c'était ce qui s'appelle c'était le Centre de recherche et d'études techniques, le CRET du bâtiment, qui travaillait sur la ZUP à l'époque de Vaux-en-Velin.
qui était en fait un rassemblement de 7 cabinets d'architecture lyonnais qui avaient mis sur la ZUP, dans des préfabriqués, un ingénieur, un architecte et des dessinateurs, et qui étaient là. On était là pour produire ce qu'on appelait des politiques, des modèles, qui étaient ensuite pris par 2 entreprises lyonnaises qui étaient dans le groupement, et pour construire des logements sur la zone de Vaux-en-Velin. Donc on mettait au point des étages types, des logements types qui correspondaient à des modules de construction de panneaux, de façades, et avec ça on faisait soit des bars, soit des tours, soit des pyramides. Et il y avait un catalogue. Comme tu l'as dit, des zigzags aussi. Il y avait un catalogue de toutes les solutions techniques, du nombre de logements, du type de logement. Et voilà. Ça montrait ses limites quand même. Ouais, ça a duré. C'est loin de la cité radieuse de comment ça s'appelle le Corbusier. Ouais, lui, il était pas dans cette. C'était autre chose. C'était avant déjà, donc il n'y avait pas, je dirais, toute cette notion de la répétitivité. Effectivement, il faisait des grands ensembles, mais ce qu'il a fait, c'est quand même des œuvres qui sont uniques. Voilà. Et même si c'est cité radieuse comme celle de Marseille, il y en a à Nantes, il y en a en Allemagne. À Firmini, qui sont sur les mêmes principes, mais c'était des constructions qui étaient faites, comment je dirais, de manière empirique, quoi. Il y avait des maçons qui coffraient les murs, c'était classique. Là, les éléments sur lesquels moi j'ai pu travailler à Lyon, ça arrivait en préfabriqué. C'était fabriqué en usine, et ça arrivait sur des camions, et la grue assemblait les morceaux. Là, on était vraiment dans l'industriel. Et ça, voilà, ça a duré dans les années 70, 80, ça. Puis après, ça a disparu. On a un exemple d'éléments comme ça, pas très loin de chez nous, à Amphion. Les HLM d'Amphion, là, qui sont un peu en pyramide. Qui sont, quand on va à Vérévian, dans le virage et ben c'est des archives de Paris qui s'appellent Andro et Para qui ont produit ce modèle. Il y en a des milliers en France. D'accord, et il y en a un en Fion. Il y en a un en Fion, voilà, tout à fait. Qui est en rénovation d'ailleurs. T'es sur le coup. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc oui, c'est un truc, il y en a dans toute la banlieue parisienne de tous les côtés, puis d'autres partout en France. Les communes ou les organismes de logements sociaux, à l'époque HLM, pouvaient acheter sur catalogue des modèles comme ça pour pouvoir... Et on ne peut pas les blâmer, parce qu'il y a eu une période en France où il y avait un besoin... Aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce que l'on attend. Non. Et du coup, toi, quand ton expérience lyonnaise, à quel moment tu te dis je reviendrai bien dans mon Chablais natal? Ça a été très très simple. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais sur Lyon, et les gens avec qui je travaillais, ils m'ont proposé une association. Mais il se trouvait que les archis avec lesquels j'étais, c'était des Lyonnais qui étaient vraiment, je dirais... Des archétypes Non, mais ils avaient fait toutes leurs études à Lyon, ils avaient des parents qui étaient profs dans des lycées privés. Et ça, ils avaient un relationnel sur le secteur qui était imbattable. Et je me suis dit, si je reste avec eux, moi, je vais toujours être un petit peu derrière. C'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir le client. Et quand, dans une affaire... celui qui amène le client, il est quand même un petit peu, un peu le numéro 1 dans l'équipe, dans le truc, parce que c'est lui qui a la relation, qui dit ça va pas. Donc, m'associer avec des gens avec qui je m'entendais très très bien et que je trouverais brillants, que j'admirais dans leur travail, mais en me disant que j'allais jamais être... Tu te dis qu'à terme, peut-être que pour ton ego... Avoir toute la responsabilité de gérer la clientèle, ça me kikinait. Donc je leur ai dit non, je préfère aller m'essayer dans mon coin, et puis on verra bien. Voilà. Et puis ça fait 41 ans. Ouais. Du coup, c'est quand même... Non, il n'y a pas de regret. D'ailleurs, c'est des gens que j'ai recroisés récemment. C'est rigolo, quoi. Voilà. Et qui ont fait une super agence à Lyon, et qui s'est développée. C'est une agence qui travaille beaucoup sur les musées, sur le patrimoine, sur la muséographie et tout ça. Oui, parce que toi, donc, tu l'as dit, donc, une vingtaine d'années plutôt l'urbanisme. Voilà, démarrage de l'activité avec l'urbanisme pour petit à petit venir à l'équipement public. Et du coup, ça t'a amené quand même, parce que alors,
c'est pas une réputation, mais tu as aussi, si, en gros, cette réputation d'avoir un carnet d'adresses justement extrêmement conséquent dans le C'est Chablais. savoir durer dans le temps, c'est savoir travailler avec des gens, essayer d'être, je dirais, de ne pas se fâcher, parce que souvent, on a reproché aux archis d'être un petit peu caractériel. Appelez-moi Dieu. Voilà, un peu dur, machin. Il faut savoir... Il y a différentes choses. En arrière-plan, je pense que si on a envie de réussir, il faut faire en sorte que les choses se fassent. Parce qu'on ne peut être jugé que ce qui est fait. Voilà. Ça, donc, c'est vrai. Vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'une situation, d'une collectivité, il faut que le projet se fasse. Et quand on est dans cet état d'esprit, eh ben, on établit un dialogue, on essaye de s'expliquer, et puis les choses avancent. Si on se borne, si on se bute, moi j'ai connu, j'avais un copain sur le secteur qui lui était sûr que ce qu'il pensait et ce qu'il dessinait était la vérité. Ça n'a pas marché. Malheureusement, il est plus là, mais voilà, c'était une vie de conflit. Oui, c'est dommage ça. Bon, il faut savoir si on veut que les choses se fassent, se transforment, se construisent, ou si on veut vivre dans des oppositions et des discussions permanentes. Parce que... voilà. Donc, il y a des lignes de conduite, il y a des points de vue qu'il ne faut pas perdre, et ça, je pense que par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à sa culture et par rapport au dialogue, on peut faire passer des choses. On ne peut pas tout réussir, mais il faut amener dans la relation avec la clientèle à faire en sorte qu'il y ait du positif. Quoi. Mettre un peu d'huile dans les rouages. Voilà. Parce que tu connais je suis sûr que tu connais la blague. Tu connais la différence entre un architecte et Dieu. Je me souviens plus, mais j'ai dû l'entendre. Mais... Dieu ne se prend pas pour un architecte. Voilà, il faut faire attention. Il y a souvent ça. Bon, toi, je sais que tu n'as absolument pas cette réputation-là. Non, justement, tu es plutôt un homme de compromis. Et... Oui, même je trouvais que, je dirais, compromis même avec des confrères. C'est-à-dire qu'on a souvent eu l'occasion de faire des projets partagés, quoi. Voilà. Oui. Alors que bien souvent, quand je vois les anciens cabinets, c'était un peu les chasses gardées, il fallait pas y toucher, il fallait faire... Oui. Voilà, c'était... Bataille d'ego. Voilà, exactement. Les coqs. Ouais, les coqs, ouais. Non, aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux être à plusieurs pour que l'affaire se fasse, plutôt que de se battre et que rien ne se passe, quoi. Voilà. Oui, et du coup, donc, après cette période consacrée donc à l'urbanisme et aussi donc, à la réalisation d'un beau carnet d'adresses, parce que du coup, tu t'es fait des contacts. C'est ça, ça commence avec les élus, parce qu'on travaille dans les communes, on connaît des maires. Derrière, les maires, ils vont faire un petit bâtiment, ils vont faire un équipement, ils vont faire des logements sociaux. Petit à petit, on pense à toi. Voilà, on accumule. On pense à... Aujourd'hui, le recours systématique... Enfin, il n'y a plus de passe-droit. Tout est en concours. Il n'y en a jamais eu, Alain, voyons. Non, mais c'est vrai qu'avant, il y a des cabinets qui travaillaient toujours avec les mêmes organismes. Oui. Ça, maintenant... C'est pour ça que nous, au départ, quand on a démarré, on n'avait pas accès tu pouvais pas rentrer à la commande sur le logement social. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il a plus de possibilités d'entrer sur le marché. Il y a un truc qui est un petit peu... je dirais pas détourné, mais qui est un petit peu vache, dans le sens où aujourd'hui, il y a des appels à la concurrence systématique pour tous les projets publics et tous les projets de logements sociaux. Les organismes font des appels, voilà, ce qui est bien. Donc, malheureusement, quand on remplit un dossier de candidature, il faut envoyer ses références. Alors, le gars qui démarre, parfois, c'est pas facile. Pas de référence. Et il y a des... en fait, pour sélectionner les gens, il y a un jury. Dans ces jurys, il y a des organismes départementaux, il y a l'ordre des architectes, il y a le conseil d'architecture et d'urbanisme et l'environnement, qui sont là-dessus assez vigilants et essayent de faire en sorte que les élus ne prennent pas que ceux qui connaissent, quoi. Et puis maintenant, il arrive que les dossiers soient anonymes.
Donc, ça, c'est carrément juste. On ouvre l'enveloppe pour connaître celui qui est retenu quand on a dit que c'était cette affaire-là qu'on voulait. Quoi. Donc, oui, c'est parfaitement juste. Alors, ce qui est différent, par exemple, avec la Suisse, où, en fait, il n'y a pas d'appel de candidature, il n'y a pas de sélection. Alors nous en France, on a une sélection, par exemple pour prendre 3 candidats, et ces candidats, on va les rémunérer avec un barème qui est normal, enfin voilà, tout à fait. En Suisse, une commune qui fait une école, lance un avis de concours et tout le monde peut participer. Tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont des fois 100, 150, 200 projets. Oui, tandis que toi, il y a 3 ou 4 participants. Voilà, il y a 50, 60 ou 80 dossiers de candidature, mais il y a 3 sélectionnés. Nous, on est en 2 tours. Alors le jeune, effectivement, au départ, il faut qu'il soit en association avec un autre cabinet qui ait des références. Un peu ce qui s'est passé, donc toi, quand tu as changé et que Philippe Chesson est venu vers toi, en tout cas vous êtes rencontrés. Oui, lui il sortait de l'école, moi j'avais déjà, effectivement, t'avais déjà bourlingué un peu. 19 ans de cabinet, donc c'est... Après, il y a... Et il t'a amené... m'a amené la nouveauté. Voilà, il t'a amené un petit coup de... Travailler avec quelqu'un qui a 19 ou 20 ans de moins que soi, par rapport à ce qu'on a pu faire, c'est une ressource, quoi. Voilà, c'est pas qu'une remise en cause, mais c'est quand même un nouvel élan, une nouvelle force, quoi. Voilà. Oui, puis en même temps, lui, il t'amène ça, mais toi, tu amènes autre chose aussi. J'amène au départ l'expérience, effectivement le relationnel qu'on avait mis en place depuis une vingtaine d'années, et puis après, chacun se dégourdit, quoi. Et du coup, ça fait de tous ces beaux immeubles. Après, oui, ça fait des choses, quoi. Voilà. Est-ce que des fois, le soir, en temps normand, tu penses à tous ces gens qui dorment chez toi, en gros? Qui dorment chez moi, je pense souvent, je me dis souvent... Si j'allais habiter dans le truc que j'ai dessiné, comment est-ce que j'en tirerais ? C'est ça ma question. Oui, c'est ça. Ouais. Je me pose souvent la question. Mais tu l'as jamais fait ? Aller habiter dans un truc que j'ai construit. Je sais pas, une semaine. Non, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait, mais j'ai pas trop de crainte, j'ai pas d'angoisse. Il y a 2-3 choses. Effectivement, il y a des situations où on peut imaginer qu'on ait des appartements qui soient pas. Il y a toujours les appartements du bas et puis les appartements du haut. Ouais, mais ça, c'est vrai. Immeuble, c'est vrai pour tout. Et toi, tu conseilles plutôt quoi ? Le conseil de l'architecte, quand même. Il y a quelque temps, on a eu un conseil d'agent immobilier. Ah bon ? L'architecte, il conseille quoi ? L'immobilier, il a dû dire il y a que 3 choses pour le choix, c'est l'emplacement. À peu près, voilà. À peu près. C'est connu, voilà. Mais l'architecte, il dit quoi ? Il y a le budget, hein. Ouais, non, mais pas de budget. Juste où est-ce qu'on aime mieux ? Il y a tellement de variantes. Il y a la famille, il y a les occupations, il y a le budget, il y a l'envie. Il y a des gens qui aiment voir le lac, il y en a qui aiment voir la dandoche. Tu vois, voilà. Non, c'est très compliqué quand même. Heureusement d'ailleurs. Et alors moi j'ai quand même une question. Pourquoi, là tu vas me répondre, pourquoi est-ce que quand je regarde le dessin de l'architecte, ça me fait envie, c'est super. Et des fois, quand je regarde le bâtiment, ça fait plus envie. C'est plus pareil. Je sais pas, non, faut pas. Non, bon, on voit le dessin d'architecte au travers des plaquettes de vente, et le propre de celui qui fait la plaquette, c'est de savoir communiquer. Et de rendre ça désirable. Voilà, tout à fait. Alors, il y a les angles de vue, il y a les environnements qui sont plus ou moins estompés, il y a des photos du lac quand on ouvre toutes les plaquettes. Il y a des photos du lac. Les terrasses au bord du lac, voilà. Alors que finalement, on ne le voit pas toujours. Pas très bien, en tout cas. Très bien. Non, mais... oui, c'est plus le bâtiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la règne de la communication, du visuel, et notre métier, c'est devenu beaucoup de visuel. Ce qui est sidérant, c'est qu'avec les outils aujourd'hui que l'on a, qui sont effectivement des outils très, très rapides, je dirais qu'on a un dialogue avec nos maîtres d'ouvrage.
il y a avec les élus, quand on va présenter un projet, qui passe que par l'image. Et celui qui sait faire une belle image, il a 10 fois plus de chances de transformer la commande, d'y arriver, que celui qui ne sait pas faire son image, quoi. Et on a aujourd'hui, dans notre façon de faire, ce qu'on appelle quand un promoteur nous demande de réfléchir à un bâtiment sur un terrain, d'estimer les capacités du terrain, ce qu'on appelle la faisabilité. Bien souvent, avant de faire les plans intérieurs, il nous demande quelle image ça pourrait avoir. Donc c'est le monde à l'envers. Oui. C'est comme quand c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. C'est l'inverse de la méthode que j'ai appris. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, comme tu disais, on séduit. Il faut trouver la séduction, quoi. Alors après, il y a des critères derrière dans l'examen du dossier. Je ne vais pas dire qu'on va séduire les élus et les services techniques avec des belles images, mais tout de suite, si le projet a un certain cachet, il va attirer, il va... les gens, il faut savoir le faire. Recevoir. C'est une contrainte par rapport à quand tu étais tout jeune, débutant. C'est une nouvelle contrainte. Avant, on faisait une façade... c'était plus le tir-ligne, c'était ce qu'on appelait les rotrings, c'était à l'angle, c'était à plat, noir et blanc. Et puis les gens qui savaient très bien dessiner, puisque moi j'avais un copain qui faisait des bandes dessinées. Il rajoutait des fleurs. N'importe quoi. Non, mais il pouvait, lui, à la main, il faisait une perspective très facilement, machin, et il savait mettre en valeur. Donc il avait une qualité que les autres n'avaient pas. Une avance. En avance. Et aujourd'hui, on a dans tous les cabinets, dans la plupart, on a des gens qui sont spécialistes de l'image. C'est la norme. Ça devient la norme. Ça devient la norme. Il faut savoir présenter les choses, même pour nous, quoi. C'est-à-dire que, derrière, on doit savoir que ça va dans le terrain, que ça respecte les réglementations, que ça se construit, que ça coûte pas cher, mais surtout que ça se présente bien. Et toi qui a été donc urbaniste, alors je ne sais pas si c'est... Si, oui, ça se dit, j'en fais plus. Ça se fait plus, mais enfin... Non, perso, on a arrêté l'urbanisme qui est devenu un métier de juriste. Voilà, d'accord. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens? Alors, ma question n'a pas un rapport à 100% avec l'urbanisme, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « J'en ai marre des constructions, il faut que ça s'arrête, on n'en peut plus, vous nous faites suer, entre guillemets. » On répond quoi à ces gens-là? C'est une vaste question. Ben oui. C'est la question. Je ne veux pas te gêner avec cette question, mais... Non, mais cette question, c'est une chose que... J'avais des confrères de Grenoble au téléphone l'autre jour, et je leur demandais comment ça allait chez eux, quoi. Et ils m'ont dit, nous, on est devenus, comme les agriculteurs, on est devenus des pollueurs. Parce que alto béton, machin, et tout ça, voilà. Et c'est vrai que il y a, je sais pas, je dirais qu'il y a encore 7-8 ans, quand on arrivait avec un projet dans une commune, le maire, il était content. Une construction, c'est bien, ça va faire du monde qui vient, tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, quand on pose un dossier dans une commune, permis de construire, c'est « Oh, encore un bâtiment, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez pas aller ailleurs, quoi, grosso modo. » Oui, il y a depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans, la perception de l'acte de construire, elle est devenue complètement différente, quoi. Aujourd'hui, effectivement, alors c'est une overdose peut-être, c'est vrai. Malheureusement, on est une région qui est sous pression, qui se développe, dans laquelle tout ce qui se construit se vend. Alors, des manières diverses. Les promoteurs, ils ont 36 manières de vendre. À des gens qui habitent, à des gens qui n'habitent pas, à des gens qui investissent, à des logements sociaux, à des organismes, à des particuliers. Et ça, c'est leur business. Mais il se trouve que tout ce qui se construit se commercialise. C'est qu'il y a une demande. Je pense qu'il y a une demande. Si tout ce qui se projette peut être commercialisé, il y a toujours cette demande. Et on n'arrête pas de dire que on manque de logements sociaux. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour raisonner cette question qui est, pas dire qu'elle est essentielle ou principale, mais c'est une question cruciale dans notre région? Comment est-ce qu'on peut imaginer gérer le territoire
tout en faisant en sorte que ça soit admis par le commun des mortels. Voilà. Quadrature du cercle, mon cher Alain. Alors, quadrature du cercle, mais je dirais que, parce qu'on en parle beaucoup entre architectes, professionnels, tout ça, et en fait, je dirais que les années 60, 70, 80, il y a eu aussi beaucoup de construction. À cette époque-là, il y avait des organismes qui étaient nationaux, départementaux, qui géraient le territoire. Il y avait les directions départementales de l'équipement, il y avait des agences de développement, et il y avait en leur sein, je dirais, des ingénieurs des ponts et chaussées, qui était un corps assez important. Les fameux. Voilà, et qui a eu beaucoup d'impact. Et que nous, architectes, on ne supportait pas parce qu'on a l'impression qu'ils faisaient le boulot d'urbaniste à notre place, quoi. Enfin, à la place des urbanistes en tout cas. Et dans ces années-là, on a été capable de gérer le territoire en faisant des grandes infrastructures qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, et en faisant des villes nouvelles comme l'île d'Abo ou des quartiers de Grenoble qui sont aussi décriés, je l'entends, parce que c'est pas forcément des preuves non, tout n'est pas positif, mais enfin, on a géré le territoire. Depuis 1977 et la loi de décentralisation, c'était à l'époque de Giscard d'Estaing, on a donné le pouvoir au maire. C'est-à-dire que le maire est devenu le signataire du permis de construire. Avant, c'était le service de la DDE qui signait. Donc, les maires ne s'étaient pas formés, et ils ne sont pas formés. On ne peut pas demander à quelqu'un qui prend une mairie de tout savoir dans l'administratif, dans le social, dans le médical, dans la construction, dans l'urbanisme, tout ça, il ne peut pas. Donc, il y a des choses qui se sont faites parce que finalement, il y a eu forcément du laisser-faire. Et puis, il y avait une position, je dirais, de l'élu par rapport à ses citoyens qui faisait qu'il était en frontal avec celui qui demande. Dans un petit village de 400 ou 500 habitants, tout le monde se connaît. Je dirais que quand on faisait de l'urbanisme de campagne, c'était clair que les 15 élus qui étaient autour de la table, c'était les 15 plus gros propriétaires de foncier de la commune. Donc, il y a un moment où c'était un peu de la distribution de chocolat, quoi. Voilà. Ben oui. Mais ça, c'est le jeu démocratique comme il a été construit. Aujourd'hui, il y a des choses que on ne peut plus faire. On le voit bien au niveau du désenclavement. Ce débat qui dure depuis un certain nombre d'années, 30 ans, on a l'impression que ça devient de plus en plus, pour sortir ce projet, ça devient vraiment de plus en plus étroit. À l'issue, c'est un trou d'aiguille. Je ne sais pas s'il existe, il sera microscopique quoi, pour le sortir. Il existe pour l'instant. Il existe, mais il se rétrécit de plus en plus. Oui. Il y a 30 ans, ce n'était pas du tout la même question, le même problème. Les intérêts n'étaient pas aussi exacerbés qu'aujourd'hui, la gestion du foncier n'était pas la même. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que malgré la création des intercommunalités et du grand schéma de cohérence territoriale, le SCOT qui couvre les 57 communes, il y a un SCOT à Annemasse, il y a un SCOT dans le Chablais, il y a des... Bon, voilà, on n'est pas arrivé, je pense, à suffisamment... prendre les capacités de réaliser un aménagement ou des décisions d'aménagement du territoire qui soient un peu supracommunales, quoi, qui passent au-dessus et qui fassent qu'elles s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui s'impose, à mon sens. Je le perçois comme ça. Et c'est là où toutes nos discussions... bon... Dans toutes les villes, il y a des pressions, mais il y a des documents d'urbanisme qui sont faits, qui sont refaits, qui sont révisés, rénovés. Mais on a une telle pression qu'on n'a pas la possibilité, je dirais, d'exprimer des grandes tendances ou des classements de terrain. Je veux dire,
Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des situations très très complexes où il y a des intérêts tellement croisés que on n'arrive pas à donner un vrai sens à ce qu'il faudrait faire au niveau de l'aménagement du territoire. On le voit bien, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais sur la liaison Thonon-Genève, il y a toujours un projet de ce qu'on appelle le BHNS, le bus à haut niveau de service. Oui. Et c'est très difficile de mettre en place cette voie réservée, parce qu'aujourd'hui, la traversée des communes que l'on connaît, Bonatray, Siers, Massongy, Douvaine, leur traversée et réserver un couloir à ces véhicules-là pose de gros problèmes d'aménagement et coûte aujourd'hui une fortune pour revenir. Donc on s'est auto-coincé, quoi. Ah oui, là, on est auto-coincé. Et dans l'histoire du bétonnage et de l'impression qu'ont les gens qu'on fait n'importe quoi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu classer des terrains en disant ces terrains-là ou ce quartier, effectivement, les constructions, elles sont comme ci, elles sont comme ça, et on imagine que dans les 10 années à venir, soit on les rachètera, soit elles se transformeront, et puis là, on fera des ensembles qui auront une certaine homogénéité, une qualité, et on l'expliquera à la population. On n'a pas pu le faire, on ne l'a pas fait, et aujourd'hui, c'est du saupoudrage, c'est du coup par coup, et personne n'est content. Il y a celui qui habite à côté du projet de bâtiment qui dit « je ne comprends pas qu'on fasse un immeuble de 3 étages à côté de ma maison ». De chez moi. Et puis il y a celui qui vend sa maison qui dit « ah merde, mais dis donc, je ne peux pas faire plus de 3 niveaux parce que si tu pouvais m'en faire 4, je gagnerais mieux. » Voilà. Donc on est dans ces incohérences-là parce que je pense que depuis 30 ans ou 40 ans, on n'a pas eu un peu de superviseur. Voilà. Je pense comme ça. Oui, non mais... Et qu'aujourd'hui, on est coincé et on est un territoire où le foncier devient inabordable. Il y a ça aussi. C'est de la folie. Voilà. Et derrière, par enchaînement, le coût de la construction, il fluctue avec les matériaux. Et là, en ce moment, c'est un peu... Tout le bazar, voilà. Mais derrière le foncier, il se répercute directement sur le prix de vente du logement. Ça, et puis la nouvelle norme dont on parlait en tout début d'entretien, qui va renchérir aussi le coût du foncier Oui, parce qu'aujourd'hui, le respect des normes oblige à certaines qualités qui sont tout à fait explicables et logiques, mais de choix de matériaux de qualité environnementale supérieure, qui ne sont pas du simple polystyrène ou de la laine de verre. On parle de laine de bois, d'isolation en matériaux plus naturels. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas dans les mêmes productions, donc qui sont promis sur le marché par des entreprises qui sont plus petites, donc les prix sont plus chers. Il y a des mises en œuvre que certains artisans ne savent pas encore faire, il faudra qu'ils se reforment. Il y a des exigences techniques de ventilation qui vont demander plus d'appareillage. Voilà, les renforcements des qualités des fenêtres, donc on aura des systèmes qui seront moins basiques, il faudra que ça soit plus compliqué. Les occultations ou les brises-soleil qui vont devenir très importants pour les températures, le confort d'été. Les productions d'énergie, de chauffage, pour ne pas avoir le gaz ou le fuel ou l'électricité en direct, on va faire par exemple du forage. Aujourd'hui, ça coûte très très cher par rapport aux chaufferies. Les chaufferies bois, si on veut être prudent, on la double avec une chaufferie classique gaz, donc on paye des chauffes au lieu d'une. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui font que dans ces quelques années à venir, on va de nouveau faire de l'expérimentation pour essayer de trouver un nouvel équilibre qu'on n'aura pas tout de suite. Voilà. Et du coup, ces nouveaux systèmes vont quand même profiter au consommateur final. Le but, c'est d'avoir une facture de dépenses d'énergie qui soit la plus basse possible. Puis un confort de vie plus... Oui, quoique... Oui, je veux dire... Non, je sais pas.
quand on écoute les médias, c'est pas le confort de vie, c'est l'économie d'énergie. L'économie d'énergie. C'est la dépense énergétique, hein. C'est ça, c'est l'empreinte carbone. Voilà. Bon, après... Non, mais je sais pas. Ouais, je m'adresse à un architecte. Je pense confort de vie, moi. Non, le confort de vie. Non, on est bien sur... je pense que c'est l'économie d'énergie. Voilà. Donc, ça profitera à la planète. Et après, l'économie d'énergie et au-delà, il y a quand même aussi maintenant un petit peu plus d'essayer d'utiliser les ressources locales. Hein. Locales. Ouais. L'économie circulaire. L'économie circulaire, voilà. Moi, je me souviens avoir fait un voyage avec le CAUE en Autriche, dans le Vorarlberg, il y a déjà, je regardais le jour, il y a au moins 10 ou 12 ans, où ce Länder autrichien a eu une démarche très avancée là-dessus, sur l'économie d'énergie, et qui pensait, le Vorarlberg, c'est à peu près comme la Haute-Savoie, je crois, en surface, mais en nombre d'habitants, c'est très peu. D'accord. Je crois que c'est 400 000 habitants, tout et pour tout. Ah oui. Mais avec une région de plaine un peu comparable à les Larves, où il y a pas mal d'industries, et puis des montagnes qui sont alentour, pas comme le Mont Blanc, mais bon, comme les Alpes autour de Morzine, tout ça. Châtel. Voilà, Châtel. Hein. Châtel. Ouais. Et ce Länder, quand il nous recevait, il nous disait que, en fait, dans les années 2010-2020, ils espéraient être complètement autonomes en énergie. C'est-à-dire qu'ils n'achetaient plus ni électricité, ni fioul, ni gaz à l'extérieur, dans l'habitat. D'accord. C'est une démarche qui a concerné toute la population. C'est sidérant. Et on visitait des bâtiments communaux qui étaient faits en bois, avec la charpente communale, avec l'isolation de laine de mouton des moutons de la commune, Oui. avec une recherche d'entreprise qui était située à moins d'1 heure de trajet, pour pouvoir faire des économies de dépenses, machin, ça. Et ils avaient un raisonnement global, total, avec des tas de grilles d'analyse et tout ça. Et pour eux, c'était une situation qui était politique au départ. Dans les années 60, il y a eu pas mal de mouvements indépendantistes dans cette région, qui est très, je dirais... isolé de l'Autriche, parce que c'est le col de l'Arlberg qui donne la liaison, après on descend sur Innsbruck, et eux ils sont entourés de la Suisse et de l'Allemagne. Donc ils se sentaient très indépendants par rapport au reste de l'Autriche. Oui, et politiquement, il y a eu pas mal de luttes, et de là on est sorti une espèce de volonté collective de dire, nous, on n'a besoin de personne, grosso modo. Alors, c'est pas une autarcie, parce qu'entre la Suisse et l'Allemagne, au bord du lac de Constance, il y a quand même beaucoup de relations. Mais par rapport aux approvisionnements et tout ça, ils voulaient se rendre indépendants. Et est-ce qu'ils ont réussi ? Oui, ils ont réussi. Oui. Non, parce que c'est quand même ça. Oui. Tu me fais monter le suspense. Quand on y allait, je sais pas, ils nous expliquaient qu'au niveau de la conception, l'organisation sociale, l'organisation de l'artisanat et tout ça, ils avaient 20 ans d'avance sur nous, quoi. Et au niveau de la conception du logement. Et tout ça, espérons que nous allons les rattraper. Non, mais toujours essayer de s'en servir comme modèle, comme point de mire, comme exemple, comme expérience, parce que c'est peut-être que si on... Enfin, j'y suis pas retourné, mais il y a peut-être des choses négatives dans leur, dans leur projet. Hein, dans toute expérience, il y a du positif et du négatif. Bon, alors après, il y a plein de raisons historiques à ça. Hein. C'est une région de montagne qui, pendant la guerre, a été assez protégée. Il n'y a pas eu de perte d'hommes comme on a pu le connaître dans nos régions françaises, dans un endroit, et il y a eu un tissu artisanal qui est resté très présent. Donc c'est vrai que quand on parle de circuit court, ils n'avaient pas de grandes entreprises nationales qui venaient à investir les marchés locaux. C'est quand même quelque chose qui restait très entre eux, quoi. Et de là, c'était cette forme d'esprit qui s'est dégagée, de se rendre le plus possible indépendant. De l'énergie extérieure. Vive l'indépendance. Alors, oui, mais comme je disais tout à l'heure, je critique un petit peu cette décentralisation qui a fait que
on a perdu le contrôle, je dirais, un petit peu en amont du territoire. En même temps, il y a les lois montagne, loi littorale qui sont venues rechapeauter tout ça. Je pense que, en fait, il y a une régionalisation qui n'est pas encore terminée. Voilà. Et que ce serait quand même un petit peu notre marche à grimper pour essayer de gérer mieux tout notre bazar. Voilà. Eh bien, Alain, merci en tout cas pour toutes ces informations et pour toute cette vie consacrée en grande partie à l'architecture et à tes contemporains. Oui, parce qu'il y a leur bien-être. Merci. Sans prétention. Non, sans prétention, évidemment. En toute modestie. Mais oui. Merci beaucoup, Alain. Merci. À bientôt.